Et nous accueillons maintenant notre invité Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses. Soyez le bienvenu, monsieur le maire. Vous êtes maire de cette ville du Val-de-Marne. Presque tout le monde a pu vous voir au moment des émeutes du mois de juillet. Extrêmement marqué, et on le comprend parce qu'il est arrivé à votre famille personnellement, puisque les émeutiers, une partie des émeutiers du mois de juillet, après la mort de Naël, ont essayé de défoncer votre maison, on ne peut pas le dire autrement, avec une voiture bélier. Vous écrivez dans votre livre, dont on va parler dans un instant chez Albin Michel, Les Deux France, en une nuit notre vie a changé, rien ne sera plus jamais comme avant. On va en parler avec vous et Paola. Juste vous préciser que, et vous y êtes sensible, la cause agricole, évidemment, mobilise au sommet de l'État et qu'on attend la prise de parole de la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, sur le Conseil des ministres qui vient de se tenir et qui est en grande partie consacré à la crise agricole. Donc, on attend cela, mais évidemment, c'est de votre livre d'abord qu'on parle. Vincent Jeanbrun, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Alors, cette nuit où tout a basculé, cette nuit du 1er juillet au 2 juillet, cette nuit où à l'intérieur de votre domicile, il y a votre femme, il y a vos 2 enfants, vous n'êtes pas là, on va revoir les images. Sa femme et ses 2 enfants sont à l'intérieur. Il fuit sous les tirs de mortier. L'épouse du maire avait été blessée, provoquant une émotion considérable. C'est monstrueux ce qui s'est passé. Je trouve ça vraiment monstrueux pour un maire. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat. Est-ce que vous avez l'impression que cette nuit, on a essayé de vous tuer ? Moi, j'ai la sensation qu'effectivement, il y avait un désir de détruire et probablement de tuer. On l'a vu d'ailleurs pendant toutes les émeutes, cette envie de détruire. Moi, je pense à des policiers municipaux qui ont été aspergés d'essence avec l'envie de les transformer en torches humaines, des pompiers poursuivis avec des haches et des piolets. Pendant toutes ces émeutes, il y a eu des envies de meurtre, très clairement. Et effectivement, concernant mon domicile, si le procureur retient une tentative d'assassinat, c'est que non seulement il y a cette volonté d'incendier la maison, mais les hurlements, les cris, les tirs de mortier ne s'arrêtent pas pour autant quand les lumières s'allument, par exemple. Donc finalement il y a un signalement que quelqu'un est à l'intérieur et ça ne ralentit pas l'agression dont on est victime. C'est sûr que ça fait toujours quelque chose de revoir ces images, mais maintenant de ce drame il faut qu'on y trouve du sens en fait, et c'est pour ça aussi que y a ce livre et cette envie d'être là pour dire maintenant ça suffit. Ça ne peut plus recommencer. Ce livre que vous dédiez à votre épouse, que vous dédiez à vos enfants, est-ce qu'on peut vous demander comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui ? Parce qu'on imagine que l'épisode a été largement traumatisant. Merci de poser la question. C'est, comme vous l'avez très justement dit, on n'est plus pareil après ça. Mais après, on est là, on est à nouveau debout et on avance. Voilà, c'est des moments de vie. Il y a pire, il y a bien pire que ça. D'autres arrivent à se reconstruire avec des choses bien plus terribles. Donc voilà, on a la chance d'être très bien entouré et d'avoir été tellement largement soutenu. Tous ces témoignages de soutien nous ont donné beaucoup de force. Occasion à chaque fois pour moi de remercier toutes celles et ceux qui ont pris la plume, le temps d'écrire un message, un mail, c'est très précieux. Puis il y a eu une reconnaissance très collective. On vous a surnommé le maire courage. Ce sont des choses qui aident aussi à remonter la pente. Oui, même si c'est surtout Mélanie, ma femme, qui a été peut-être la plus courageuse de nous deux. Mais votre femme qui a été blessée d'ailleurs. Absolument. Et le courage, il est, je crois, dans la capacité à dire on ne les laissera pas gagner. Et c'est les mots de Mélanie, c'est ce soir-là, je sans douter, à ce moment-là, mon monde s'effondre, je lui dis que je suis prêt à tout arrêter. Elle me dit, mais si on arrête parce qu'on a eu peur, parce qu'on a été attaqué, alors c'est eux, ce que j'appelle la France du chaos dans le livre, c'est eux qui gagnent, et ça, c'est pas acceptable. Vous vous êtes dit, je vais rendre mon mandat de maire, quelques instants, ça vous a traversé l'esprit? Non, bien sûr. C'est trop dur. Quand je la retrouve, il est, je sais pas, 3-4 heures du matin à l'hôpital, oui, évidemment. À ce moment-là, la seule chose qui compte, c'est elle, c'est les enfants, donc bien entendu. Et d'ailleurs, vous savez, il y a tellement de collègues maires, mais d'ailleurs, comme il y a tellement d'agriculteurs, comme il y a tellement de médecins, comme il y a tellement de professeurs, comme il y a tellement de policiers, qui en fait arrivent au point de craquage, parce qu'en fait, ils se disent, mais au fond, on est les derniers à résister, on est ce que j'appelle la France du sursaut, ceux qui ont encore envie de se battre, ceux qui tiennent encore à ce que ce pays a de beau à offrir. Avec en plus, vous savez, ce qui est le plus dur, c'est que moi j'ai cette conviction, c'est qu'on va gagner. C'est-à-dire que si les Français se mobilisent, on gagne face à cette ultra-minorité de casseurs, de caïds, de gangs, de séparatistes, tous ceux que j'appelle la France du chaos, ils nous font très mal, mais ils sont pas si nombreux. Et le problème, c'est que la France du sursaut, elle est pas immense aujourd'hui, elle a besoin d'être renforcée par celles et ceux qui, aujourd'hui,
peut-être, sont un peu neutres, regardent les trains passer. La France silencieuse qui aujourd'hui a besoin de reprendre la parole. Et alors on voit sur ces images de ces émeutes, de cette France qui était en feu. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé depuis le mois de juillet? Est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises? Non, il faut être très clair. Il y a eu des mots. Il y a eu beaucoup de mots. On a parlé d'ailleurs de sursaut. Le Premier ministre Gabriel Attal parle de sursaut. Maintenant, concrètement, dans les faits, tous mes collègues maires, de manière objective, vous diront rien n'a changé. Et évidemment, c'est une peur et une angoisse. C'est de se dire qu'au fond, ça peut recommencer demain matin et on ne sera pas plus près qu'hier. Il faut bien l'entendre. Concrètement, rien n'a changé. Nos policiers municipaux n'ont pas plus de pouvoir, nos policiers nationaux n'ont pas plus de moyens, les villes, les maires ne sont pas plus organisés. Il faut l'entendre, c'est-à-dire que moi, ma grande crainte, c'est qu'on arrive à 1 an de l'événement et qu'au fond, concrètement, dans la vie des gens, rien n'est changé. Et c'est pas acceptable. Vous aviez été reçu par Emmanuel Macron à l'époque. Les maires, Juste après, les maires oui, ont les été maires avaient été reçus. reçus. Ça a été l'occasion pour les maires de dire leur souffrance, leur mal-être. On a caricaturé cette rencontre comme une sorte de grande thérapie de groupe, mais c'est vrai que c'était ce temps-là, c'était ce moment-là, c'était ce trauma qu'il fallait évacuer. Ensuite, il y a eu des temps de travail plus importants. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de l'Intérieur, de rencontrer Elisabeth Borne à l'époque, autour de ce qu'ils appelaient le CNR, le Conseil national de la refondation. Et il y a eu des débats. On a eu le temps d'avoir des temps d'échange. Et il y a même eu, je crois, des prises de conscience. Par exemple, je prenais un choc de confiance pour nos policiers nationaux et municipaux. Il y a eu des annonces en ce sens. Mais on voit bien que pour le moment, on est toujours au stade de l'annonce et concrètement, rien n'a été mis en place. Et quand vous avez entendu Emmanuel Macron parler dans sa conférence de presse de l'oisiveté qui avait déclenché ces émeutes, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, je veux être constructif. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour dire du mal des uns et des autres. Je voudrais juste que ça avance. L'oisiveté, c'est un sujet, ça arrive, effectivement. Le décrochage scolaire en est un bien plus important. La question de la capacité de nos forces de police à faire respecter le droit dans ces quartiers est 1000 fois plus importante. Tout ça pour vous dire que ce qui est évoqué, ça mérite d'être regardé, mais c'est pas ce qu'on attend aujourd'hui comme choc pour retrouver l'ordre républicain dans ces quartiers, où objectivement la République a reculé, l'ordre républicain a reculé. Et je veux dire une chose, quand la République recule, c'est la violence qui avance. Et quand la violence est présente, c'est toujours les plus faibles qui en payent le prix. On a dans ces quartiers populaires 5 à 6 millions de Français qui sont prisonniers, qui sont pris en otage par des terroristes armés de Kalachnikov, qui sont au pied des tours. Ne pensez pas que c'est une caricature, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'est plus libre dans ces quartiers d'aller et venir comme on le veut, alors que l'on veut. Ce n'est plus vrai. Et donc c'est pour ces Français-là qui méritent que la République se penche sur leur vie, sur leur quotidien, que j'ai envie de lancer un cri d'alarme et que je suis pour qu'on ait un grand plan de refondation de nos quartiers. Alors il y a énormément de choses qu'il faut faire. C'est Kalachnikov qui habite dans vos cités. La première des choses pour combattre la France du chaos, c'est de combattre la France du chaos qui est celle qui menace physiquement l'ordre républicain, c'est-à-dire les caïds, les gangs, les mafieux. Ça passe par évidemment un choc d'autorité, un choc de confiance pour nos policiers qui aujourd'hui se retrouvent, il faut être honnête, démunis. Ils font leur maximum avec très peu de moyens. Très peu de moyens matériels, évidemment, très peu de moyens humains, mais aussi très peu de moyens juridiques. Je prenais cet exemple, un policier municipal, en France, on lui fait confiance pour être armé dans la rue, mais pas pour ouvrir un coffre, pas pour avoir accès à tous les fichiers, pas pour pouvoir faire un contrôle d'identité. Ça paraît quand même assez absurde, vous n'êtes pas d'accord? Ça coûte pas 1 euro, ça. Il faut changer la réglementation. Dans le cas qui est le mien, mais celui de tant d'autres citoyens et tant d'autres élus après les émeutes, la police nous dit, nous on a fait le maximum de l'enquête dans le cadre du droit. Dans d'autres pays qui sont des démocraties, avec des affaires aussi graves, les juges auraient pu autoriser d'aller activer ce qu'on appelle des backdoors dans les logiciels de messagerie cryptée pour pouvoir mener des enquêtes beaucoup plus approfondies. Aujourd'hui, notre droit doit évoluer à ce niveau-là. Donc ça, c'est le choc de confiance. Et après, si on veut résoudre à plus long terme, il y a évidemment l'école qui est fondamentale. On est très très loin du compte dans ces quartiers, mais j'ai envie de dire partout en France. Et évidemment le logement, et je fais des propositions sur la question de la transformation de ces quartiers, avec, je crois, un objectif très fort qui doit être celui d'arrêter le logement social à vie. J'ai fait encore une visite avec la préfète du Val-de-Marne, que je salue et remercie, avec des bailleurs sociaux hier dans les quartiers difficiles de la ville. On voit bien que les bailleurs sociaux ont des familles qui causent énormément de problèmes, encore une fois quelques-unes sur un grand ensemble, et ils n'ont pas la capacité à les mettre dehors. Là aussi, l'aspect judiciaire est beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. On doit pouvoir donner la liberté aux bailleurs, comme dans le privé, tous les 3, 6, 9 ans,
de mettre fin à un contrat de manière unilatérale sans passer par le juge. Ça changerait beaucoup de choses. Favoriser un parcours résidentiel et aussi favoriser un parcours de la résidence, c'est-à-dire transformer physiquement les quartiers. Ces quartiers que vous connaissez très bien, puisque vous êtes originaire de La Haye-les-Roses, vous avez grandi dans cette cité qu'on appelle les Tours Marrons. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 ? Comment est-ce que vous avez vu évoluer cette jeunesse comparée à aujourd'hui ? Énormément de choses qui ont changé, mais celle qui me touche le plus et celle qui, pour moi, est le plus grand frein, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'espoir. Quand j'étais gamin dans ces cités-là, d'où qu'on vienne, quelle que soit notre origine, on avait une rage de vaincre. On avait envie de s'en sortir. On était convaincus qu'on allait s'en sortir. On nous le disait à l'école, nos parents en étaient convaincus, etc. Aujourd'hui, maire de ces quartiers-là, je retourne dans ces quartiers et les gamins me disent, mais finalement, quoi qu'on fasse, on s'en sortira pas. Ce fatalisme détruit à petit feu toutes les populations dans ces quartiers. Et ça passe aussi par l'école et la capacité de s'en sortir. Vincent Jeanbrun, quand je lis le titre de votre livre et quand je lis votre livre, moi, ça fait écho, ça me rappelle les propos de Gérard Collomb. Oui. Octobre 2018, je les recite, il faut une vision d'ensemble car on vit côte à côte et moi je crains que demain, on ne vive face à face. Octobre 2018, on est 5 ans après. On y est. On y est. Nous y sommes. Nous y sommes, mais est-ce qu'on n'est même pas au-delà et on pourrait se dire, c'est foutu. Non, moi j'accepte pas que ce soit foutu. Moi je vous le dis avec beaucoup de détermination, je suis convaincu qu'on va la gagner cette partie. Mais oui, on est face à face. Il y a la France du chaos, une minorité, mais qui est très forte et qui nous fait très mal. Et il y a encore la France du sursaut qui a besoin d'être renforcée par toutes celles et ceux qui veulent encore que ce pays se redresse et aille de l'avant. Et moi j'ai besoin que ça ait du sens ce qui nous est arrivé, j'ai besoin qu'on gagne la partie et je mettrai toutes mes forces dans la bataille pour qu'on gagne. Il n'y a pas de petits gestes quand on est 67 millions à les faire. Si vous n'aimez pas le système politique, changez-le, engagez-vous. Si vous n'aimez pas l'école d'aujourd'hui, engagez-vous, devenez parents d'élèves, devenez professeurs, on en manque. Si vous n'aimez pas notre système de santé, pareil. Franchement, allez-y, soyez acteurs. Les responsables politiques ont un rôle majeur, mais ils ne peuvent pas tout, ils ne résoudront pas tout, ce n'est pas possible. Donc c'est aux Français de faire vivre ce sursaut en France. Dans votre livre, vous consacrez aussi un chapitre à ce que vous appelez la bureaucratie dans toute sa splendeur. Cette France où, dites-vous, prospère une implacable bureaucratie qui tue toute initiative et rend inextricable le plus modeste projet. On pense évidemment aux agriculteurs en ce moment et aux normes qu'ils dénoncent. C'est quoi, selon vous ? C'est l'Europe qui est en cause, comme ils le disent pour beaucoup, ou alors on n'a pas besoin d'Europe ? En France, on est déjà champion du monde d'établissement des normes. En tant que maire, je constate tous les jours qu'on a des normes. En fait, des normes, ça serait pas grave si elles n'étaient pas contradictoires entre elles. La vraie difficulté, elle est là. Je vois dans les quartiers populaires, on nous dit justement il faut détruire des logements, mais on vous demande d'en construire. Il faut construire plus, mais moins parce qu'il y a la transition écologique à opérer. C'est la contradiction des normes qui rend fou et qui rend inefficace. Moi, je ne crois pas qu'on arrive au bout du modèle démocratique. Moi, je crois en la démocratie. Mais ce qui renverse un régime, que ce soit à l'époque les monarchies ou peut-être aujourd'hui les démocraties, c'est quand elles deviennent inefficaces. Et quand elles sont effectivement étouffées par une suradministration, elles sont inefficaces et il y a un danger. Et évidemment, quand je pense à la situation des agriculteurs et au-delà du drame terrible, insoutenable qu'on a connu hier, Vincent Jeanbrun, pardon de vous interrompre, Vincent Jeanbrun. Le gouvernement qui se dit à pied d'œuvre donc pour répondre à cette nation agricole, est-ce que ça va suffire, Vincent Jeanbrun ? Est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin pour répondre à leurs attentes ? Difficile de vous répondre, on ne connaît pas les annonces à ce stade, mais c'est dommage qu'on soit obligé de bloquer le pays et d'avoir des drames effroyables comme ce qu'on a connu hier pour qu'on se mette vraiment à être aux côtés des agriculteurs. En l'occurrence, ça fait longtemps qu'ils sont défendus avec beaucoup d'énergie par d'autres forces politiques, je pense notamment aux Républicains, notamment au niveau européen. Mais ce qui est très important de se dire, c'est qu'on a tous été marqués par le décès de cette jeune agricultrice et sa fille hier. Et j'ai envie de dire, le meilleur moyen de leur rendre hommage, c'est effectivement d'aller très très loin pour faire en sorte que demain, être agriculteur, ce soit un métier dont on est fier, dont on vit dignement. Et je crois que c'est ça le meilleur moyen de ne pas oublier cette mort injuste. Une question sur la gestion de la crise. Gabriel Attal, le Premier ministre, vous le trouvez comment aujourd'hui ? La bonne personne au bon endroit ? Je crois que c'est aux Français de savoir si le Premier ministre est la bonne personne au bon endroit. Maintenant, la question, c'est ce que vous me posiez à l'instant, c'est comment on fait en sorte de répondre aux attentes des agriculteurs, parce que répondre aux agriculteurs, c'est répondre aussi à tous les Français qui ont besoin de bien manger et de soutenir celles et ceux qui défendent le paysage et le terroir français. Vous êtes très attaché avec votre famille politique. Ce qu'on peut dire, c'est ce qui est assez frappant, vous ne faites pas de procès d'intention.
alors que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu de moyens à la hauteur qui aient été mis depuis le mois de juillet. Vous ne politisez pas votre discours, vous n'instrumentalisez pas votre discours. C'est votre façon de faire de la politique ? Vous vous adressez plus aux Français qu'aux adversaires politiques, en réalité. Je le disais tout à l'heure, je crois que j'ai été changé par ce qui nous est arrivé. Et que pour que ça ne soit pas arrivé pour rien, j'ai besoin que ça fasse sens. Et pour que ça fasse sens, j'ai besoin que les choses changent, que notre société retrouve un souffle et peut-être un sursaut. Je crois que les Français, ils en ont marre de nous voir nous écharper sur les plateaux télé et qu'on a besoin de travailler ensemble dans un même intérêt. Ça ne veut pas dire se dissoudre, ça ne veut même pas dire faire du en même temps. Ça veut dire être capable de penser à l'intérêt général avant l'intérêt des étiquettes politiques. Moi, je suis maire. Je travaille pour tous les habitants de ma commune, qu'ils aient voté ou pas pour moi, et qu'ils soient engagés politiquement ou pas. Avec des collègues maires de d'autres tendances politiques autour de nous, on travaille dans plein de projets intercommunaux, et on sait le faire dans l'intérêt de nos concitoyens. Prisca Thévenot, à l'échelle nationale, c'est ce qu'on doit faire ensemble.